Alors, donc, je vais faire quelque chose qui n'est pas tellement familier parce que je vais essayer de lire mon texte. J'ai chronométré, normalement, ça devrait à peu près faire 30 minutes. Alors, il me semble important de parler un petit peu de la pensée politique de William Morris. Je pense qu'on y reviendra parce que c'est... Moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'une petite partie de l'analyse qui est contenue au sein de l'œuvre de Morris et qui fait écho, entre autres, à des préoccupations contemporaines. Puisque je pense que c'était aussi un de nos soucis quand on a réfléchi sur Art and Craft. N'oubliez pas qu'on dit Art and Craft aujourd'hui, c'est de voir en quoi ce mouvement, ancré, vous allez le voir, dans une histoire et un déterminisme précis, peut rebondir aujourd'hui et peut peut-être nous amener, enfin sûrement, de mon point de vue, à l'action politique, l'action esthétique, et des questions fondamentales. Donc je viens au texte. Avant de vous parler de William Morris, il est important de dire 2 mots sur le théoricien John Ruskin, né en 1819 et mort en 1900, qui est l'inspirateur d'une pensée socialiste chrétienne, d'où il se forgea une vision fortement morale de l'art et de son rôle social. Ce mouvement est important en Angleterre et Ruskin a influencé, comme on le verra, William Morris. Le mouvement en question, en fait, concernant Ruskin, c'est ce qu'on a appelé le socialisme ruskien, qui est en fait un socialisme chrétien. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Ruskin s'est fait connaître dans la seconde moitié du XIXe siècle par sa critique dévastatrice de l'économie politique libérale. En France, on connaît surtout Ruskin comme un penseur majeur de l'esthétique moderne, où il mettait au-dessus de tout, dans son analyse, le fait que la pratique artisanale était une apogée, et que cet apogée avait un espace-temps, et une référence historique, à savoir l'architecture gothique, qui était pour lui une voie à méditer pour revitaliser, disait-il, l'art en pleine phase d'industrialisation. Il a en effet écrit de nombreux textes sur l'architecture, la peinture, et influença notamment Claude Monet et Marcel Proust, qui traduit son livre, vous voyez ici, La Bible d'Amiens, où l'on trouve d'ailleurs dans ce livre, je l'ai parcouru, je ne l'ai pas lu entièrement, mais un intérêt pour le gothique, et une vision de la nature d'une grande acuité. Alors je vais vous montrer maintenant, peut-être un peu tassé, je ne sais pas si elle est belle la reproduction, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un portrait de Ruskin, portrait manifeste qui est peint par un de ses amis, c'est un peu compliqué, mais je ne vais pas rentrer, ils sont disputés, mais ça c'est des anecdotes, puisqu'on peut considérer que c'est une peinture manifeste du mouvement pré-raphaélite, dont je dirais 2 mots. Et on voit Ruskin méditant face à la nature, etc. Notons, entre autres, bien ici l'importance de l'esthétique concernant Ruskin, car cette dimension, cet intérêt ne peut se dissocier, selon Ruskin, d'une critique qui est à la fois économique, sociale et esthétique. Hubert Bourgin, qui est un intellectuel du début du siècle, qui a écrit un texte assez intéressant pour comprendre Ruskin, s'appelle, et Fourier, a écrit un texte qui s'appelle « Contribution à l'étude du socialisme français », qui est paru en 1905, et qui dit ceci, en parlant des systèmes socialistes et de Ruskin: c'est au nom de la justice, de la dignité morale et surtout de la beauté que Ruskin dénonçait le système industriel qui, par la machine, l'usine, le profit capitaliste, abaisse les classes ouvrières et dégrade le travailleur. Ruskin, on y reviendra, via l'étude qui va suivre de Morris, est accusé d'un certain passéisme, à savoir celui d'entretenir une forme de nostalgie médiévale, oublieuse des rapports de domination d'antan. Il est clair toutefois que cette idéalisation fort discutable du passé ne procède pas et n'est pas réductible à une simple posture conservatrice. Ce goût pour l'art médiéval, mais aussi pour la peinture paysagiste romantique anglaise et sa défense du grand artiste William Turner, ainsi que ses amitiés avec certains des peintres pré-raphaélites, sont une clé pour comprendre sa théorie politique, qui se construit sur la dénonciation de l'inhumanité et, très important, de la laideur de la société industrielle naissante.
j'insiste sur le mot laideur, qui doit s'entendre au nom d'une certaine idée de la nature. Mais je développerai peut-être tout à l'heure. Je tiens à préciser aussi le fait qu'il y a clairement deux phases dans le pré-raphaélisme. Alors là, je vous en donne une. Ce tableau absolument sublime qui doit faire plaisir à un ami qui est dans la salle. Donc, deux phases dans le pré-raphaélisme qui sont continues et en rupture. Ceci mériterait peut-être une analyse plus poussée. Je ne peux pas le faire en 30 minutes, c'est impossible. Il faudrait qu'on fasse un cours, etc. Bon, le premier mouvement du pré-raphaélisme commence en 1848. Pas n'importe quoi, 1848, hein, Révolution en France, etc. Et se clôt en 1859. Tout en continuant dans une deuxième phase, qui sera celle d'Artencraft dans les années 1870, pas n'importe quoi non plus, jusqu'au début du XXe siècle, cette période étant plus dominée par la pensée de William Morris. Alors je ne vais pas parler trop, parce que ça serait... Mais il y a la tentation, hein, le modèle, Elisabeth Siddal, qui est une femme qui a beaucoup compté chez les pré-raphaélites. Ce tableau est de Millet, AIS à la fin, pas le peintre français, hein, évidemment. Bon, on a toute la symbolique des fleurs, Hyacinthe, Myosotis, etc. Et puis évidemment l'inscription, très importante pour le pré-raphaélisme, de la culture anglaise, et notamment Ruskin, puisqu'il s'agit ici d'Orphélie. Vous voyez que la beauté est très importante, hein, on y reviendra. Il est intéressant dans la pensée politique de Ruskin de noter qu'il considère les pays dominants de l'époque, dont l'Angleterre était à l'avant-garde, et ceci en pleine expansion de la société industrielle, la France, etc., les grandes puissances coloniales de l'époque, comme, ça c'est à méditer, infantile. Quand on lit Ruskin, on voit ce thème d'infantilisme. Il écrit dans son livre, qui s'intitule « Il n'y a de richesse que la vie », ceci. Ruskin. Les nations regardent comme ayant de la valeur des choses indifférentes, comme les excroissances de certains coquillages ou des fragments de pierre bleue ou rouge. Il parle de bijoux, hein. Ces extractions, c'est ni plus ni moins le saphir et le rubis. Le bleu du saphir, le rouge du rubis. Les fragments de pierre bleue ou rouge et gaspillent largement, ces grandes nations, hein, le travail qui devrait être employé à l'extension et à l'ennoblissement de la vie, en allant chercher ces futilités au fond des mers ou sous la terre, puis en les modelant en formes diverses. A contrario, ces mêmes nations, qui ne sont riches qu'en apparence, pour Ruskin, c'est très important sur un plan politique, vont si loin dans la puérilité, l'infantilisme, d'après lui, qu'elles en viennent à estimer sans valeur des choses, pourtant irremplaçables et bienfaisantes, telles que l'air, la lumière et un environnement sain. L'intérêt aujourd'hui de sa pensée se situe certainement à cet endroit. La destruction et l'enlaidissement de l'environnement. Vous comprenez que cette qualité politique du pré-écologiste dit certainement beaucoup de choses à l'aujourd'hui. Notons qu'il y a peut-être une conception à contresens de ce que l'on pourrait appeler l'aristocratie du beau, puisque les pierres bleues sont des saphirs, les pierres rouges des rubis, comme je l'ai dit, et on y voit une critique de la hiérarchie du beau et une critique du lien à la valeur. Je ne peux pas développer, mais à l'époque, vous avez évidemment toute une pensée qui essaye de réfléchir sur l'usage et sur la valeur, notamment la pensée marxiste. Ces réflexions nous plongent dans un questionnement sur les sociétés dominées par l'économie politique menaçant. Menaçant quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle menace? Ces nouvelles économies politiques. Quand on parle de nouvelle économie politique, c'est le début de la société industrielle. Eh bien, rien que ça, le sens de la beauté. Selon Ruskin, encore plus exactement, plus explicitement chez Morris, est indispensable au bonheur des individus et des sociétés. La beauté est une vertu. Je cite Ruskin toujours dans « Il n'y a de richesse que la vie », ceci. Il écrit « Tout ce qui est joli est nécessaire. La fleur sauvage au bord du chemin, comme le blé bien cultivé. » C'est une critique de l'utilitarisme, hein, ça il faudrait creuser, mais qui est une pensée de l'usage, hein, qui a mené au pragmatisme anglo-saxon. Et là, entendez bien, tout ce qui est joli est nécessaire. La fleur sauvage au bord du chemin, en gros, c'est inutile. Comme le blé bien cultivé, ce qui pourrait être utile,
les oiseaux indomptés et les créatures de la forêt, comme le bétail bien entretenu, c'est cette manne qui, pour Ruskin, est impénétrable. Il parle d'ailleurs de voie impénétrable de Dieu. Pour Ruskin, il y a une beauté indicible, qui est déique, une divinité de la nature, si vous voulez. On pourra en parler s'il y a débat, mais là-dessus, je ne peux pas creuser. Mais à ma connaissance, William Morris ne fit aucune référence explicite à une quelconque allégeance à la culture chrétienne. Morris étant associé au deuxième temps du pré-raphaélisme, qui par sa personne, surtout, mais aussi par celle de Walter Crane, est plus politique. En effet, son intérêt fondamental pour quelqu'un comme Karl Marx, je parle de Morris, et de Walter Crane, je vous dirai qui est-ce, et son amitié personnelle avec un grand intellectuel anarcho-communiste qui s'appelle Kropotkin, font de Morris un diffuseur des idéaux de la Commune, 1870. Morris fut donc ami avec le peintre intellectuel anglais Walter Crane, socialiste convaincu, connu aussi pour ses illustrations Art and Craft, et qui fit partie du groupe de cette communauté ou collectivité utopique autour de cette notion d'Art and Craft. Walter Crane, d'ailleurs, et William Morris participèrent à la tragique manifestation connue, c'était la première, il y en a eu plusieurs, il faudrait faire une historique de cette histoire, sous le nom de Bloody Sunday. Vous avez certainement entendu parler du fameux dimanche sanglant, par les chanteurs de U2, où plusieurs indépendantistes irlandais trouvèrent la mort. Crane fut également connaître à Morris la personne de Kropotkin. C'est par l'intermédiaire donc de Walter Crane que Morris rencontra Kropotkin à Londres. S'il est important de situer Morris dans le sillage de Ruskin, leur lien est d'abord générationnel. Morris mourant en 1896, soit 4 ans avant Ruskin, mais il était né en 1834, soit 15 ans avant Ruskin. Donc ils n'étaient pas de la même génération, pas vraiment. Il est souhaitable de saisir la spécificité du socialisme de Morris, qui fut explicite et militant. Il fut le cofondateur en 1884 du Parti socialiste anglais, qui est une formulation atypique et singulière, comme il y en a eu beaucoup à cette époque, d'un socialisme converti en une forme de communisme libertaire. Dans le sillage, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la Commune de Paris, qui marquera la trajectoire existentielle et doctrinale d'une nébuleuse artistique et socialiste. Entendez qu'il y a des socialismes, on ne dit jamais assez, des jeunes gens, etc., avec un S, comme on peut dire qu'il y a des communismes, avec un S, ou des anarchismes, avec un S. Mouvement de pensée qui s'interpénètrent, se marient, ou se conspuent, dans une époque internationaliste où les idées progressistes sont en pleine ébullition. Progressiste, évidemment, n'a pas grand-chose à voir avec la façon dont on l'utilise aujourd'hui. N'empêche que ces pensées sont un magnifique laboratoire pour rejouer peut-être quelque chose des émancipations. Même s'il est à noter qu'il y a une méconnaissance considérable de la diversité de ces mouvements, évidemment, c'est les vainqueurs qui ont fait l'histoire, de leur dialogue et de la richesse de leurs débats. Mais mettons ici l'accent sur un autre concept ô combien réactualisé aujourd'hui, qui, à côté du concept de beauté, très affirmé par Morris, est un concept passionnant, celui d'écologisme, ou plus exactement de pré-écologisme. Il est important d'ailleurs de mettre en valeur ici l'étude parue il y a 2 ans chez Actes Sud du philosophe français Serge Audier, qui s'intitule « La société écologique et ses ennemis ». Alors je tiens à dire que Serge Audier est invité à Saint-Étienne jeudi prochain. Ce n'est pas nous, des générations qui l'invitent, ou le musée d'art moderne, mais c'est une association de philosophie. Je vous tiendrai au courant pour ceux que ça intéresse. C'est un livre absolument magnifique où Audier consacre de très belles pages à William Morris, dont il met la pensée en parallèle de celle de penseurs américains, ou plutôt du poète Thoreau, voire évidemment d'un penseur ô combien méconnu et absolument nécessaire à réhabiliter, qu'est Élisée Reclus. Cette alternative émancipatrice est d'une grande actualité aujourd'hui, et j'espère que nous en reviendrons, qu'on reviendra dessus dans d'autres séminaires. Pour Morris, la laideur est partout. Dans le regard des grandes cités marchandes d'Angleterre, qui sont devenues, je le cite, un simple amas de crasses sordides et répugnantes, adornées çà et là de petites taches de laideur pompeuse et vulgaire, encore plus révoltantes pour l'œil et l'esprit. Il pressent la vulgarité via les objets qui sont fabriqués par cette société et la façon dont les villes sont pensées.
parce que les villes sont pensées, les objets sont pensés, dont les hommes les plus pauvres sont parqués, comme un danger qui entoure l'existence de l'homme civilisé. On est en Angleterre, hein, donc le concept de civilisation est un concept qui est presque devenu un genre, qui est presque devenu une attitude, hein, qui a été poussé jusqu'à une esthétisation, voire même, c'est discutable, on en parlera peut-être tout à l'heure, jusqu'à ce qu'on appelle le dandysme, c'est-à-dire une réactivité à cette société. Alors il pressent la vulgarité via les objets qui sont fabriqués par cette société et la façon dont les villes sont pensées, dont les hommes les plus pauvres sont parqués comme un danger qui entoure l'existence de l'homme civilisé, je viens de le dire. Il dénoncera bien sûr les nuisances faites aux mineurs, notamment dans les mines de charbon des Midlands, mais surtout il dénoncera un processus d'artificialisation qui conçoit un monde qui ravage tout, je le cite. Ce sentiment de désastre nous fait rencontrer la pensée de Ruskin. Il lit Ruskin, il le rencontre, qui lui dit en écho, dans un certain aujourd'hui, le capitalisme concurrentiel ravage la douce terre de nos aïeux. Ou encore, je le cite toujours, la terre est ravagée, ça c'est Maurice, jusque dans les campagnes les plus reculées, qui tend, entendez bien ceci, à se métamorphoser en un ersatz généralisé. Alors, ersatz, ça signifie succédané ou quelque chose qui serait un sous-équivalent. Ça, c'est un concept majeur. Je crois qu'il faudrait vraiment lui consacrer un cours, parce que c'est un des concepts majeurs. Il y a un texte que je pourrais vous faire parvenir en partie, ce que l'on trouve d'ailleurs sur Internet, qui est une conférence que Maurice fait le 18 novembre 1894, qui s'appelle « L'âge de l'ersatz ». Je vous donne deux petites citations, si j'espère avoir le temps. La société de l'ersatz, dit Maurice dans cette conférence, continuera à vous utiliser comme des machines, à vous alimenter comme des machines, à vous surveiller comme des machines, à vous faire trimer comme des machines, et vous jettera au rebut, comme des machines, lorsque vous ne pourrez plus vous maintenir en état de marche. C'est quand même assez... De même, que l'on nomme certaines périodes de l'histoire l'âge de la connaissance, l'âge de la chevalerie, l'âge de la foi, l'âge technocratique aujourd'hui, ou peut-être l'âge du design d'ailleurs, tu vois. Ainsi pourrais-je baptiser notre époque l'âge de l'ersatz. En d'autres temps, lorsque quelque chose leur était inaccessible, les gens s'en passaient et ne souffraient pas d'une frustration, ni même n'étaient conscients d'un manque quelconque. Aujourd'hui, en revanche, l'abondance d'informations est telle que nous connaissons l'existence de toutes sortes d'objets qu'il nous faudrait, mais que nous ne pouvons posséder et donc peu disposer à en être purement et simplement privés. Nous acquérons l'ersatz, l'omniprésence des ersatz, et, je le crains, le fait de s'en accommoder forme l'essence de ce que nous appelons la civilisation. C'est assez étonnant, il écrit quand même ça, je ne sais pas, 70 ans avant Adorno Horkheimer, avant Debord, qui laissent entendre, eux, que nos vies sont devenues des ersatz, si on reprend la formulation mauricienne. C'est pénible les textes, parce que quand on lève la tête, on ne retrouve pas toujours la phrase. Ce concept, donc, là, ce concept d'ersatz, comme celui dit d'écologie et de beauté, donne une clé de toute cette critique de l'artificialisme et de la laideur. C'est bien l'horreur indescriptible des régions industrielles qui est dénoncée, mais aussi la banalisation du paysage rural. Nombre de facteurs contribuent, selon Maurice, à ce désastre. N'oublions pas que nous sommes en 1885, je rappelle, vraiment là, on commence à être un des points d'acmé de la société industrielle, qui est présentée souvent, et à raison aussi, c'est très complexe cette histoire, comme une évolution, etc. Mais en même temps, qui produit, il suffit de lire Dickens, le magnifique livre de Dickens, Oliver Twist, pour comprendre ce qu'était Londres, et ce qui était le rebut, en quelque sorte, de la société nouvelle. Car la société industrielle, dès qu'elle est née, a produit de l'esclavage. Ces esclaves s'appelaient les prolétaires. C'est un mot d'ailleurs qu'on n'utilise pratiquement plus aujourd'hui, et pourtant, je pense qu'on devrait y revenir un peu.
On lit dans un livre très, très beau qui s'appelle L'art en plutocratie. Je conseille vraiment sa lecture. Ceci, Maurice écrit « La culture intensive, le déboisement massif, n'oubliez pas qu'on est en 1885, la suppression des haies, la misère sordide aux alentours des fermes, mais aussi le plaisir pervers qui semble éprouver les autorités à substituer la laideur à la beauté, notamment dans la construction des écoles, est une catastrophe. » Il note enfin que les grilles métalliques et les fils de fer barbelés tendent à remplacer les murets et les haies végétales, que l'ardoise remplace les tuiles et les lauses, tandis que les plantations de mélèzes et d'épicéas s'imposent là où on devrait faire croître le chêne digne de ce nom. Cette diatribe, au ton parfois pamphlétaire, vous pouvez la lire dans un texte fondamental évoqué à l'instant, l'art ou plutocratie. Je reviendrai sur la notion de plutocrate. Vous serez un peu surpris car ce n'est pas forcément plutocrate celui qu'on croit. Mais restons sur la question du désastre fait au paysage, car Maurice, en lien avec Ruskin, considère que le capitalisme anglais se fourvoie quand il vante la prospérité et le bon sens pragmatique, évidemment de la société anglaise, oubliant de penser la beauté du pays, le lien avec ce concept ô combien ambigu, mais pour nous aujourd'hui, mais qui à l'époque est un concept phare, le concept de nature. En quoi il est ambigu, je ne peux pas développer, je n'ai pas le temps, mais il suffit de suivre l'actualité intellectuelle. La question de l'anthropocène est extrêmement discutée, comme peut-être étant une grande erreur philosophique. Il suffit de relire Descartes ou de penser à Descartes, c'est-à-dire que l'homme serait au centre de la nature, on parle d'anthropocentrisme, et que la nature doit être domptée par l'homme. Et ce qui est proposé, évidemment, aujourd'hui par certains philosophes qui s'inspirent de philosophies qui ne sont pas occidentales, donc qui ne sont pas dominantes, puisque l'Occident a dominé sur le monde, c'est que l'homme soit décentré, ou soit la partie d'un tout. Puisqu'on sait, je vous l'ai dit souvent, de plus en plus que si les planctons disparaissent, par exemple, nous mourrons, puisque c'est 50% de l'oxygène, pareil pour la canopée, et que l'idée du commun, aujourd'hui, ne peut plus être auto-centrée sur l'individu. Même Marx, en quelque sorte, ne pourrait pas, si on en croit, je sais pas, Bruno Latour ou Descola, penser une société nouvelle avec l'homme pour centre. Mais le commun doit inclure l'homme dans une communauté qu'est le monde. Donc c'est toute une dissertation que je me permets de suggérer, parce que ça demanderait un cours à part entière. Mais c'est assez extraordinaire que cette notion-là était présente chez des gens qui, à l'époque, étaient loin de savoir qu'on allait aller dans des processus inéluctables où la catastrophe a déjà commencé, puisqu'on n'a pas peut-être la pensée cognitive ou les axiomes cognitifs, ou les concepts qui nous permettent de comprendre ce qui est en train de nous arriver. Du coup, voilà. On sent qu'il y a un pressentiment. Mais je ne peux pas creuser, évidemment, mais je souhaite qu'on le fasse. Vous voyez, William Morris peint par lui-même, c'est un autoportrait. William Morris était peintre aussi, mais bon, c'est pas ce qui l'a intéressé le plus, je vais y venir. Revenons à la beauté. En parlant pour cela rapidement de l'art pré-raphaélite, une avant-garde méconnue, je dis bien une avant-garde, dans le sens où celle-ci a été associée dans l'Europe continentale au symbolisme, mouvement englobant, voire au symbolisme religieux. Mais c'est une avant-garde très particulière, comme tout à peu près ce que font les Anglais, on va dire ça comme ça, pour aller très très vite. C'est une avant-garde traditionnaliste et progressiste, pour faire très vite, mais ça mériterait vraiment qu'on s'y plonge. Je vais vous montrer quelques exemples, au moins un exemple, de cette beauté pré-raphaélite. En vous montrant une peinture, j'ai choisi Edward Burne-Jones parce que c'était le très grand ami de William Morris. Il faisait partie du groupe Art and Craft. Il fait partie de la deuxième génération de peintres pré-raphaélites. Le premier étant la figure un peu emblématique, très proche de Ruskin, le grand artiste que je vous ai montré tout à l'heure, Ecofeli, John Everett Millais. Alors, Burne-Jones et Morris se sont rencontrés à Oxford, en toute indépendance de la confrérie pré-raphaélite de 1848. Ils sont plus jeunes. Ils ont voyagé notamment en France pour voir les cathédrales, Amiens, vous l'avez vu au début,
très importantes cathédrales gothiques, Chartres, Rouen, Paris. Il crée une revue qui s'appelle Oxford and Cambridge Magazine, et il rencontre un autre peintre très célèbre aussi, qui a pour nom Dante Gabriel Rossetti. Les historiens d'art ont nommé ce mouvement pré-raphaélite parce que ceux-ci ont eu une réorientation vers les arts décoratifs, et tout ça sous l'impulsion singulière de Maurice. En effet, Maurice, comme je l'ai dit, produira très peu de tableaux. Sa grande affaire à lui, grande affaire artistique et intellectuelle, c'est celle des arts décoratifs au sens large, à savoir la reliure, les meubles, la calligraphie, l'architecture. Pensée qui se concrétisera lors de la construction de sa maison, qu'il appela Red House, la maison rouge. Il crée d'ailleurs une entreprise, on en a parlé, et il faudrait rentrer en détail, je crois que ça a été fait un peu ce matin, mais cette entreprise qui crée des paradoxes, parce que a quand même une volonté utopiste. C'est une volonté d'être un laboratoire, en quelque sorte, d'une pensée collective, d'une pensée, une pensée politique, pas du vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui. C'est quand même un drôle d'euphémisme, le vivre ensemble, c'est une espèce de novlangue contemporaine. Mais ce lieu d'une utopie radicale, c'est consacré à l'élaboration d'abord de céramique, de papier peint, de tapisserie, de vitraux, de meubles. C'était une manufacture qui était le lieu de la réalisation des utopies. C'était aussi le lieu où on pensait la rétribution des ouvriers, la façon dont on pouvait travailler avec eux, la répartition des biens et des richesses, qui se voulait égalitaire. Il y a eu de très beaux textes de Maurice sur l'égalitarisme et sur la redistribution des richesses et l'organisation du travail. Mais je n'ai pas le temps de m'y pencher. Cet espace n'a ni plus ni moins pour nous ce qu'on appelait art and craft, que l'on peut traduire, vous le savez, par art et artisanat. Alors, le deuxième point de ce mouvement pré-raphaélite est né des conséquences ultimes, enfin art and craft, de points clés précédemment évoqués qui font que Maurice et ses amis pensent que si la société, via son capitalisme outrecuidant, enlaidit le monde, sa dégradation, enlaidit aussi l'art lui-même. C'est ça qui est aussi extrêmement intéressant, je pense, aujourd'hui. C'est une des thèses d'Annie Lebrun qui j'espère, va pouvoir... On l'a invitée, elle n'a pas pu venir, c'est une dame âgée. Et elle a fait un pamphlet dernièrement où elle réhabilite, entre autres, la pensée de Maurice, qui n'est pas si connue que ça, en disant qu'il y a un vrai danger, que la laideur du monde contamine l'art. Et elle fait un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui a été noté par les amis de Maurice et Maurice lui-même. L'art lui-même, c'est peut-être un peu dégradé. Intéressant. Une vision assez pessimiste qui prête à débat, évidemment, puisqu'il pensait que la production industrielle, la série notamment, pouvait faire perdre à l'art toute signification. On se devait de penser la série dans une dénonciation du primat des logiques utilitaristes. Utilitarisme que Maurice juge déplorable. Il écrit en effet dans son essai « L'art idéal socialiste », c'est un petit texte que vous pouvez trouver en français, ceci. En parlant de la beauté de l'utilitarisme, je cite « Il, entendez l'art, est sans défense et fragilisé au milieu de l'océan de la brutalité utilitaire. Il, entendez aussi l'art, ne peut pas assurer les fonctions les plus indispensables, il ne peut pas construire une maison décente, orner un livre, dessiner un jardin, ou bien empêcher les femmes de l'époque de s'habiller d'une façon qui caricature et avilit leur corps. Il en déduit, Maurice, et c'est important sur un plan éthique, que l'art est celui d'une clique, ça je trouve ça génial, moi, que l'art est celui d'une clique et non du peuple, mais que le peuple est trop pauvre pour y prendre part. C'est une phrase incroyable, je vais essayer de l'analyser un peu, ça sera ma conclusion. En vous montrant peut-être des images de l'intérieur de la maison de Maurice qui ont été faites en commun, entre autres ça c'est une peinture de Burne-Jones, des tissus, je ne sais pas de qui, etc. Livre, je ne sais pas de qui. C'est possible que ce soit un livre de Maurice, mais c'est un peu cette donc tous les objets, en quelque sorte, deviennent des objets repensés, travaillés, etc. L'art en plutocratie, c'est juste pour remémorer le titre de cet ouvrage paru dans la République des Lettres.
Cette phrase est au cœur donc de la pensée plutocrate, je la répète. Hein. Si je la retrouve. Tant pis, elle est magnifique, mais je ne la retrouve pas. C'est important sur un plan éthique. Voilà. Voilà. En parlant que l'art est celui d'une clique et non du peuple, mais que le peuple est trop pauvre pour y prendre part. Ça, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Parce que la spécificité de cette critique de la modernité chez Maurice tient à ce que celle-ci se déploie dans l'horizon d'une démocratisation de l'accès à la beauté. Dit plus simplement, pour rester dans le domaine des idées, pour beaucoup de penseurs et un certain nietzschéisme, là je mets des guillemets, la démocratisation, c'est le point de fêlure qui amène la laideur dans le multiple. Du coup, il y a des antidémocrates qui disent, en gros, si vous faites un travail comme ça de série, c'est logique que ça soit laid. C'est pas du tout ce que veut dire Maurice. Il dit, lui, la démocratisation n'est pas le point de fêlure qui amène la laideur dans le multiple. C'est une vision trop aristocratique pour lui de la démocratie. Pour Maurice, la diffusion des belles choses dans la vie quotidienne du peuple doit se penser autrement. C'est-à-dire qu'on doit changer de structure. Elle est aux antipodes d'une pensée aristocratique et élitiste qui associera la dénonciation de la laideur du monde à un processus regrettable d'égalisation et de médiocrisation. Ce qui montre bien aussi que derrière le mot démocratie, il y a toujours un S. Il y a des démocraties. Ce qu'il faut entendre aussi, c'est que Maurice voulait inventer une autre démocratie, qu'il a appelée socialisme, mais bon, ça pourrait s'appeler autrement. À la différence de Nietzsche, Maurice pense que l'homogénéisation des choses, homogénéisation due à la logique industrielle, à l'utilitarisme, à la production en série, que cette homogénéisation vient de la vulgarité et de la médiocrité des élites, et non du peuple. Pour lui, l'idéal d'une société socialiste à construire est une société qui serait produite dans une pensée de la beauté, via le peuple et pour le peuple, en vue de l'embellissement de la vie quotidienne et contre l'exploitation qui produit la laideur des ersatz, c'est-à-dire des conditions. C'est aussi quelqu'un, et ce sera ma conclusion, qui comptait sur l'importance de l'éducation. Très très important. Pour cela d'ailleurs, et pour finir cet exposé, je vous extrais quelques mots-clés qui sont un peu comme un système de ricochet, sur lequel je pense aujourd'hui quelque chose de notre époque vient se penser. Un mot assez large, mais parfois très éloigné des écoles d'art. Par exemple, comme le mot beauté, sur lequel j'ai beaucoup insisté. Le mot reconstruction, reconstruire. Le mot écologie, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, on peut difficilement faire de la politique sans penser ce qu'on appelle l'écologie, mais Maurice déjà en parlait à l'époque, le mot très important d'éducation, et évidemment ce concept majeur de la pensée mauricienne, qui est le mot ersatz. J'ai fini. Voilà. Merci.